Hello, c'est François. Bienvenue sur le podcast Pourquoi. Pourquoi ? C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord. Au bout de 9 mois, j'avais rien, pas vraiment trouvé une porte d'entrée au niveau business. Et j'ai eu vraiment des doutes. En plus, je me sentais seul. Mais à l'époque, nous, on est allés chez Facebook, au début de Facebook. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de siège social. Ils étaient encore dans la rue de l'Université à Palo Alto, au-dessus des commerces. Donc on a découvert ce que c'est le phénomène des réseaux sociaux là-bas, quoi. Ok. Moi, je me rappelle, j'ai ouvert mon compte là-bas, en voyage. Mais je me sentais pas prêt, en fait. J'avais pas assez confiance en moi. Et donc j'avançais en investissant chaque année avec un objectif de résultat long terme. Notre principal investissement reste les équipes. Et donc je recrutais de nouvelles personnes, je faisais grossir les effectifs et puis l'entreprise grossissait. Voilà. Donc ça pendant 11 ans tout seul. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la tête de Jocelyn Denis. À la tête de Digitaléo, nous allons découvrir comment cet entrepreneur a depuis le plus jeune âge une envie d'entreprendre et comment il est passé à travers différentes expériences pour réaliser son objectif. Je vous laisse découvrir ça dans ce tout nouvel épisode. C'est parti. Jocelyn, merci beaucoup d'être sur le podcast. Merci François. Ravi d'être là. C'est partagé parce que pour expliquer un peu le comment on se connaît, moi ça me ramène à mes années Yahoo, on en reparlera peut-être, mais où tu nous avais notamment à travers le réseau Yahoo partagé tes expériences d'entrepreneuriat et quand je lançais ma boîte c'était très intéressant. Donc aujourd'hui, presque 7 ou 8 ans plus tard, ça me fait... Ouais. Je crois qu'Yahoo a 10 ans, je crois. Ouais, oui, effectivement. Ouais. Donc, Déjà. Et non, mais moi, Yahoo, j'ai participé et j'étais ravi et je participe toujours. Je me suis impliqué parce que moi, ça n'existait pas quand j'ai démarré et c'était très compliqué de rencontrer des entrepreneurs confirmés quand on n'a pas de réseau, quand on démarre. Et Yahoo est là pour justement créer du lien et donc est un accélérateur de lien entre les entrepreneurs confirmés et les entrepreneurs plus jeunes. Et donc je trouvais ça très intéressant quand Mario a eu cette idée, cette initiative. Ouais, et je peux le confirmer que ça a été un vrai accélérateur. Moi, pour parler de mon expérience, avec la rencontre de tous les entrepreneurs et notamment deux personnes qui ont été Valérie et Jacques. Valérie qui est d'ailleurs dont j'ai fait l'interview déjà sur ce podcast, qui nous avait accueillis dans ses locaux. Donc, oui. À l'époque. Mais pour en revenir un peu à toi, ma première question, et bien sûr introductive, c'est peut-être de te présenter où on est aujourd'hui, où tu m'accueilles et ce que vous faites chez Digitaléo. Donc Jocelyn Denis, donc j'ai 47 ans, marié, 3 enfants. J'ai entrepris aussi à titre personnel du coup. Et donc on est à la Fabrique, un lieu aussi que j'ai créé et que j'ai ouvert en 2014. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis donc je suis chef d'entreprise, entrepreneur passionné. J'ai créé dans ma vie 2 choses pour l'instant, Digitaléo et la Fabrique, qui ont été mes 2 aventures entrepreneuriales à laquelle je suis toujours à la tête. Oui. Et 2 belles aventures d'ailleurs. Oui, tout à fait. J'aurais voulu en faire plus. Ouais. Mais je me suis limité, auto-censuré, parce que pour éviter l'éparpillement. Mais j'avais plein d'idées pour d'autres projets, puisque je réaliserai peut-être plus tard, je ne sais pas. Je peux que te le souhaiter. Mais ce qui est un peu en préparant ce podcast, moi je me suis intéressé aussi à ton parcours avant Digitaléo, parce qu'on y reviendra de ce que vous faites exactement et pourquoi tu t'es lancé dans ça. Mais ce qui est un peu original, je trouve, c'est que en fait, tes 2 expériences, je crois que j'ai vu 2 expériences sur ton LinkedIn, pour être très franc, c'est pas du tout dans le même domaine que Digitaléo aujourd'hui. Tout à fait. Alors, effectivement, j'ai un parcours plutôt commerce, donc j'ai fait un DUT Tech Deco à Saint-Nazaire.
Ensuite, j'ai fait une école de commerce, une ESC, et un master de marketing en Angleterre. Donc ça, c'est mon parcours d'études. Et puis ensuite, on m'avait dit, ouais, avant de créer ton entreprise, j'ai toujours voulu créer mon entreprise. À l'adolescence, je lisais toutes les histoires d'entrepreneurs, les revues spécialisées. Vraiment, ça m'intéressait vraiment, toutes ces aventures d'entreprise. J'avais ça au fond de moi. Moi, j'ai pas entrepris par accident, c'était un vrai choix. Okay. Mais on m'avait dit, démarre en tant que salarié pour débuter. Et donc, j'ai travaillé pendant 4 ans dans 2 postes différents. Le premier, en sortant de l'école, j'ai travaillé dans un très grand groupe américain qui s'appelait Kraft Food, qui est devenu Mondelez, et dont j'étais commercial. Ça m'a appris à me lever tôt le matin et à travailler avec la grande distribution. Et puis, très vite, je voulais travailler dans le marketing. Donc, j'étais très attiré par tout ce qui était marketing. Et donc je voulais être chef de produit pour faire quelque chose de concret justement et apprendre à créer un produit. Donc finalement c'était une bonne étape avant de créer une entreprise. Et donc j'ai été chef de produit pour les frères Guillemot qui sont bretons. C'est comme ça que je suis arrivé en Bretagne. Qui ont créé Ubisoft et Gameloft. Et Guillemot Corporation qui était leur première entreprise et qui fait des accessoires d'ordinateur pour le gaming mais aussi pour les consoles. Donc par exemple les volants Ferrari si vous avez joué à la console ou sur PC, les joysticks pour jouer aux jeux d'avion, etc. Et donc j'ai travaillé là-dessus pendant 3 ans et puis à 27 ans j'ai demandé à partir pour créer mon entreprise. Et j'ai créé le 2 janvier 2004. Voilà, juste avant d'avoir 28 ans et d'être papa pour la première fois. Un vrai challenge, parce que pour savoir ce que c'est créer une entreprise, faire les deux en même temps. Oui, tout à fait. Il y a des phases dans la vie, vous savez, où on fait des paris, où on prend plus de risques que d'autres fois. Cette année-là, pour moi, c'était une année de grands changements, un saut dans le vide, avec un parachute qui était mon épouse qui travaillait, mais effectivement, à la fois un changement de vie personnelle en devenant papa et la création d'entreprise. Voilà. Et en démarrant très modestement, c'est-à-dire peu d'argent, et tout seul dans mon grenier, à Bru. Et 2 ans comme ça, donc j'ai vraiment démarré de façon très très lente, à chercher bien mon positionnement, à pas dépenser, à pas me payer. Donc comme beaucoup d'entrepreneurs, j'étais aux ACDIC. J'ai bénéficié de ce système-là, donc que je trouve plutôt intelligent pour aider à la création d'entreprise. Mais c'était mon revenu à l'époque. Et puis j'avais une deadline, c'était qu'il fallait qu'au bout de 2 ans, je puisse me payer, quoi. Ouais. Le fameux pouvoir continuer. Au bout de 9 mois, j'avais rien, pas vraiment trouvé une porte d'entrée au niveau business. Et j'ai eu vraiment des doutes. En plus, je me sentais seul dans mon grenier. J'étais beaucoup trop isolé. Et on reviendra parce que c'est une des raisons pourquoi j'ai créé la fabrique. Et j'avais des doutes, donc j'ai même regardé les postes de salariés pour retourner salarié et arrêter ma création d'entreprise. Je me suis dit, si c'est ça, créer une boîte tout seul chez soi, etc., j'avais perdu tout le lien social que j'avais en tant que salarié. Et puis ma femme m'a dit, si c'est ton rêve, continue. Et j'ai persisté, et 1 mois et demi après, je trouvais les premiers clients. Comme quoi... Donc, super. Et je reviens sur un peu ce que tu disais là, au tout début, sur ton envie d'entreprendre, qui est, on va dire, depuis ton adolescence ou même avant. Est-ce que tu sais d'où te vient cette volonté d'entreprendre ? Alors, c'est sans doute un mélange. Il y a de l'ego, sans doute, de l'ego de faire moi-même, et un ego qui pousse à l'indépendance et à une envie de liberté. Je pense que je suis quelqu'un qui est très attaché à sa liberté. Un peu de mal aussi avec l'autorité. Donc ça, voilà, quand on essaye d'être autoritaire avec moi, ça me rend très mal à l'aise, et donc je pense que j'avais compris que je ne voulais pas être sous l'autorité de quelqu'un. La soif de réussite, faut être honnête, hein, quand on entreprend, on a aussi envie entre guillemets, de sortir de la norme. Ouais. Donc c'est ce que je l'avais sans doute aussi au fond de moi, l'envie de créer quelque chose de concret,
Comme j'ai cette soif de liberté, j'aime beaucoup aussi toucher à plein de sujets. Et entreprendre, finalement, vous n'êtes pas cantonné à un seul métier, vous êtes multi-activité. Vous allez faire des ressources humaines, du management, de la gestion, du commerce, du marketing. Enfin, finalement, vous faites tout. Beaucoup de Donc, choses. cette richesse au quotidien m'intéressait. Et puis, l'envie de créer, d'animer une équipe, parce que j'ai beaucoup baigné dans le sport co. Ok. Puis je dirais mes racines, sans doute, avec plutôt agricole. Donc, mes grands-parents, mes oncles et tantes, tout le monde était baigné dans le monde agricole. Et je pense que finalement, on a des gens qui sont plutôt indépendants, et donc j'ai dû avoir ça en moi, dans mon ADN. Et puis, dans les autres raisons, une envie de prouver aussi, je pense, peut-être supérieure à la norme. Pourquoi ? Moi, j'ai perdu mon père très jeune, donc du coup, sans doute, envie de démontrer des choses. Et donc, ça a été un moteur aussi qui a accéléré un peu mon évolution ensuite et mes choix, qui m'a fait gagner 10 ou 15 ans dans la maturité, sans doute. Et donc, j'ai démarré peut-être plus tôt comme ça. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est beaucoup plus développé, beaucoup plus à la mode. C'est sûr. C'était pas le cas il y a 20 ans. Ouais, et puis même aujourd'hui, je pense que, alors j'anticipe, mais aujourd'hui, même on voit presque le schéma inverse de toi, où toi tu as été salarié pour apprendre et après entreprendre, alors qu'aujourd'hui on voit des entrepreneurs, et je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est pas en même temps très bien, mais qui sont encore à l'école. Et qui lancent des boîtes encore à l'école, et c'est très marrant cette évolution, moi je trouve, de l'entrepreneuriat, alors que j'ai un peu connu un peu plus tard que toi, mais que pareil, il y avait peu de gens à l'école qui entreprenaient, quoi. À l'époque, quand j'étais en école de commerce, les écoles et la voie, c'était d'aller intégrer des grands groupes et de vivre un parcours d'évolution dans les grands groupes. Et c'était très valorisé par les écoles, et c'est ce qu'elles recherchaient, parce que c'était leur marque finalement en tant qu'école qu'elles allaient chercher à travers ça. Aujourd'hui, les écoles ont développé des filières entrepreneuriales et elles valorisent énormément l'entrepreneuriat. Et puis, ça a été effectivement, ça c'est entre guillemets, entreprendre est devenu parfois la voie privilégiée par les étudiants des grandes écoles et par la jeunesse. Et bon, je pense l'envie de liberté, l'envie de changer le monde aussi. Et de participer aux révolutions qu'on vit actuellement. Et très bien, je pense que moi je trouve ça très positif qu'il y ait une vraie dynamique entrepreneuriale, et c'est pas qu'en France, dans plein de pays, grâce à la jeunesse, qui arrive avec des nouveaux concepts, une nouvelle vision du monde, une nouvelle exigence, et je trouve ça très positif pour notre avenir. Oui, c'est vrai que c'est une évolution qui, moi, je trouve aussi très passionnante. Et alors on va pas se cacher, qui a aussi ses défauts et tout ça, mais je suis assez d'accord avec toi, qui a une évolution très positive et qui apporte plein de choses. J'en reviens avec le lancement de Digitaléo. C'est ce qui a été fait en 2004. Donc, tu as créé en 2004. Tout de suite, ça a été spécialisé dans ta volonté de partir dans le marketing mobile, ou ça a un peu évolué? Alors, parce que je notais plein d'idées d'entreprise, j'avais plein d'idées, etc. Et c'est vrai que souvent mes idées tournaient autour du marketing. Okay. Je ne sais pas pourquoi. J'avais cette sensibilité-là, c'est peut-être parce que je m'intéressais au sujet, mais en tout cas, j'avais souvent des idées autour de ce sujet-là. Si on se remet dans le contexte 2004, on est dans le boom du mobile, pas du smartphone, je parle du mobile. Nokia est leader dans le monde avec 50% de part de marché, mais le mobile, tout le monde s'équipe d'un mobile. C'est le boom de la DSL aussi, donc les réseaux s'améliorent. Et le mobile, je comprends que finalement, ça va devenir l'objet pour toucher le consommateur en temps réel, et que ça va devenir totalement incontournable. Et on est avant la révolution smartphone, qui a changé beaucoup de choses, qui est arrivée, on va dire, 4 ans après. Même si j'ai lu des choses en termes de prospective aussi, ça m'a toujours intéressé, la prospective, imaginer les tendances et découvrir les tendances futures. D'accord. J'ai toujours été en veille aussi là-dessus. Et donc, donc mes idées tournaient autour du marketing. Et en fait, je comprends en 2004
que les outils vont transformer le métier de la communication parce que le mobile et le digital vont faire qu'il va falloir communiquer en temps réel grâce au mobile. Et que si on veut faire du temps réel, il faut passer d'une com, on va dire, où on prend une agence et il faut payer la prestation de service et ça coûte cher et c'est pas du temps réel, à il faut des outils pour pouvoir faire en temps réel pour toucher le consommateur. En fait, je comprends l'importance du temps réel qui va émerger grâce à la révolution mobile et digitale. Et donc je pars sur ce sujet-là. Au début, je suis pas informaticien, donc je veux monter une agence de marketing mobile. Ok. Et les premiers prospects qui ont bien voulu me recevoir, notamment des concessions automobiles, finalement, quand je vais les voir, ils me disent non, mais nous, l'agence de marketing mobile, ouais, bon, de temps en temps, ouais, mais ce qu'on voudrait, nous, c'est un logiciel où en 3 clics, on a envoyé un SMS pour la relation client, pour confirmer les rendez-vous, confirmer que votre voiture est prête, etc., confirmer des commandes, tout ce qui est message de notification. Ouais. Et puis de temps en temps, on fera du marketing. Et là, je dis, c'est pas con. Mais ils veulent un logiciel, comment je fais? Comme je savais faire des cahiers des charges fonctionnels, parce que dans mon job de chef de produit, c'est pour ça que ça m'a servi, je savais travailler avec des ingénieurs, je faisais les cahiers des charges fonctionnels, pas techniques mais fonctionnels, sur l'usage. J'ai mis sur papier finalement le besoin, et là j'ai essayé de trouver des fournisseurs qui pourraient développer la première version du logiciel. Et donc j'ai tout fait développer en externe, mais comme c'était moi qui faisais le cahier des charges, j'avais dit, et dans les contrats, j'avais dit les droits de propriété intellectuelle sont pour moi et j'ai payé les développements. Ouais. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Okay. Et donc, et en fait, comme les réseaux ADSL et que l'outil était hyper simple au début, la bonne idée qu'on a eue avec mon prestataire, c'est de dire on va faire un outil hébergé et pas le SaaS en 2004, personne n'en parle. Quasiment personne n'en fait. Il y a Salesforce qui fait, mais qui n'est pas en Europe. Donc Salesforce est tout petit aux États-Unis. Et je pars sur ce modèle SaaS sans savoir ce qu'est le SaaS. Et à l'époque, c'est de l'ASP. Et du coup, ça m'a permis après de scaler, de développer un modèle au niveau national avec le même outil et tous les avantages du SaaS. Mais donc, je suis parti dès le départ en SaaS, dès le départ en marketing mobile, dès le départ plutôt destiné à TPE, PME et des points de vente. Et donc, finalement, ça, c'est des choses. Ça a été dans l'ADN de la boîte. Très vite. Très vite. Et dès le départ, dans un modèle d'abonnement. Alors, la petite histoire, c'est que mon prospect de l'époque me dit, c'était Audi et Volkswagen à Rennes, dit à quel prix alors vous vendez votre logiciel? Et là, je dis, moi j'ai mes factures à payer tous les mois, facture internet, facture, je veux être serein, je ne veux pas repartir à zéro tous les mois. Je vais faire un abonnement, comme ça tous les mois j'aurai du chiffre d'affaires qui rentre. Et je suis parti sur le modèle d'abonnement. Donc, mais je l'ai fait par rapport à mon caractère en fait, pour dormir tranquille la nuit en fait. Mais au final, l'informatique a suivi ce modèle. Je n'étais pas le premier, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais j'ai pas mis ce modèle en place parce que j'avais lu des choses sur le SaaS. Non, c'était pas le cas à l'époque. Donc du coup, finalement, mon intuition et comment j'ai forgé l'entreprise a rejoint finalement la révolution qui allait avoir lieu dans l'informatique. Et donc tant mieux. Mais voilà, c'est comme ça que ça a émergé. Okay. Je trouve ça vachement intéressant parce que en fait, tu as fait des choix qui ont porté, et donc, mais tu as été en avance. Moi, je trouve que tu as été en avance sur des sujets, notamment, comme tu disais, le smartphone n'existait pas encore. Tu as été en avance sur des sujets qui, j'ai envie de dire, comment tu faisais en fait? Ouais. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup être en veille, donc je lis plein d'articles qui sont parfois loin donc j'ai mes newsletters, il y a plein de choses pour être informé, des sites, des articles, des revues. Je vais parfois participer à des conférences qui ne sont pas dans le cœur de mon métier, un peu comme ferait un designer d'ailleurs qui va avoir une veille intense. Moi, je le fais en tant que chef d'entreprise, donc ça a souvent nourri ma vision et finalement me permis d'avoir une longueur d'avance. L'autre point aussi qui a été assez important, c'est que, et ça c'était grâce à Bretagne Commerce International, qui à l'époque organisait des trips dans la Silicon Valley pour aller s'inspirer. Et donc j'y suis allé plusieurs fois chaque année, 2007, 2008, 2009, 2010. Et je me rappelle d'un trip d'ailleurs avec Mathieu Beuchet qui a créé depuis Klaxoon, qui à l'époque avait Groupe Regard, avec Olivier Merrill, MV Group. Il y avait Antoine Crière du Biflo, les gars du Westwood Valley à Brest. Et on était un groupe d'une 10-12 comme ça, et chacun après, je pense, est revenu avec
de l'inspiration et de l'énergie pour entreprendre plus et plus loin. Et finalement, quand tu regardes le parcours de toutes ces entités, tout le monde s'est bien développé. Oui. Il y en avait d'autres aussi. Et donc je pense qu'aujourd'hui ça n'existe plus, c'est dommage parce que ça nous a vraiment aidé, je pense, à l'époque. Et tu vois, régulièrement je me dis on devrait relancer ça. Alors peut-être qu'il faut aller ailleurs que dans la Silicon Valley maintenant pour s'inspirer. Mais à l'époque, nous on est allé chez Facebook, au début de Facebook, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de siège social, ils étaient encore dans la rue de l'université à Palo Alto, au-dessus des commerces. Donc on a découvert ce que c'est le phénomène des réseaux sociaux là-bas, quoi. Okay. Moi je me rappelle, j'ai ouvert mon compte là-bas en voyage. Donc tout ça nous a apporté de l'inspiration et m'a permis moi d'essayer d'anticiper pas mal de choses. Et puis après je suis aussi en veille, j'observe pas mal mes équipes qui sont souvent plus jeunes que moi et qui vont être plus au fait des nouvelles tendances. Et donc je regarde les évolutions de comportement aussi, pour finalement ça permet de définir des priorités ensuite. Et puis ça c'est très intéressant parce que ça t'a permis aussi de mettre en place des choses, alors depuis, au sein de Digitaléo et sûrement de la fabrique, vachement en attente sur leur temps, du moins en France. Et je prendrais l'exemple de l'agilité tu en parles déjà en 2011, tu mets déjà en place des choses en 2011, d'après ce que j'ai compris. Tout à fait. En 2011... Enfin, alors ça, c'est grâce à l'équipe. Ok. Parce que n'étant pas de formation ingénieur et n'étant pas développeur moi-même, j'irais sur la partie tech, j'ai toujours fait confiance à mon équipe. Et c'est grâce aux personnes que j'ai recrutées beaucoup en 2010, après un voyage dans la Silicon Valley, justement, où j'ai compris qu'il fallait accélérer, où j'ai recruté 18 personnes en 4 mois, en revenant de voyage. Pour franchir un palier et surtout complètement s'adapter à la révolution du smartphone et tout ce qui en découle. Et donc ces personnes que j'ai recrutées en 2010, dont Pierre qui est le CTO actuel, et Yann qui était le CTO à l'époque qui a été aussi CTO avant Pierre, ont amené des méthodes, ces méthodes agiles, et ils m'ont démontré tout ce que ça pouvait apporter. Et franchement, on a été précurseur effectivement sur ce sujet-là. Et on a même des développeurs qui viennent et qui sont venus grâce à ces méthodes-là. Donc c'était aussi un élément pour recruter, fidéliser. Et donc là, clairement, c'est pas mon initiative, mais c'est l'initiative de l'équipe, mais j'ai laissé faire. J'ai fait confiance. C'est-à-dire que quand c'est pas moi qui maîtrise le sujet, je fais confiance aux gens qui m'entourent, pour qu'ils puissent mettre en place les méthodes qu'ils estiment être les plus adaptés, les plus modernes. Parce que, moi je trouve ça d'autant plus beau de laisser faire, parce que notamment la digitalité, où moi c'est un sujet que je touche du doigt aujourd'hui, je serais moins de dire qu'on a une équipe agile ou des choses comme ça, enfin on essaye, c'est d'une complexité, alors aujourd'hui où il y a beaucoup de renseignements, beaucoup de choses, d'une complexité, et ça demande un lâcher prise de la part des instances directionnelles, qu'il faut se dire, faut laisser la place aux équipes de faire ça, c'est quand même... En fait, moi j'interviens très peu sur la méthode. En général, je fixe on fixe l'objectif, je vais regarder les résultats, mais la façon dont ils font, je laisse choisir. Et moi, c'est ma façon de manager, c'est ça en fait. Okay. Où est-ce qu'on doit aller ? Est-ce qu'on finalement on a fait le chemin qu'on souhaitait en termes de résultats ? Si c'est pas le cas, j'essaie de comprendre pourquoi. Mais sur la façon de le faire, je laisse les équipes décider en fait du processus. Okay. Et c'est un peu mon mode de fonctionnement au quotidien. Parce que je suis aujourd'hui entouré de gens plus experts que moi dans chaque métier, que ce soit le marketing, que ce soit la R&D, les ventes, la finance, enfin toutes les fonctions d'entreprise. Donc vaut mieux que ils ont le savoir-faire, donc je les laisse choisir de la voie. L'important c'est qu'on avance là où on veut aller, et c'est ça qui m'importe. D'accord. Et eux, ça leur laisse une certaine liberté de faire de la façon dont ils souhaitent le faire. Oui, cette notion de liberté que tu mentionnais. Voilà. Donc, tu sais, de toute façon, je veux dire une chose, un truc que j'ai appris avec toutes ces années, c'est qu'une entreprise, elle est très intuitu personnalisée par rapport à son dirigeant. C'est-à-dire que Digitaléo, je pense, me ressemble sur certains aspects. Donc on laisse de la liberté, parce que j'ai ça en moi. Et bon, voilà, donc ça c'est sûr. Il y a un lien entre le dirigeant et l'entreprise, surtout dans une création.
Une reprise d'entreprise, je pense que ça arrive aussi au fur et à mesure du temps, mais en tout cas, il n'y avait pas d'historique, donc et je l'ai façonné un peu, et ça s'est fait naturellement en fonction de mon caractère. Ok. Et ça m'amène à une actualité qui est quelques années après tout ce qu'on disait de l'agilité, qui est la levée de fonds. Donc là, Digitaleo se développe bien. 2015, moi je commence à tourner dans le milieu entrepreneurial rennais, donc c'était déjà une belle boîte. Vous aviez construit des locaux, d'ailleurs qui sont, on pourra peut-être raconter l'histoire des locaux qui sont quand même très sympas. Et il y a l'actualité de faire une levée de fonds. Alors même si levée de fonds, là pareil, ça existait quand même depuis assez longtemps, c'est pas nouveau, mais c'est quand même précurseur un peu sur le bassin rennais. C'est pas tant parler de comment s'est passée la levée de fonds, moi qui m'intéresse, mais c'est de comprendre, ok, pourquoi à un moment tu te dis, il faut qu'on parte en levée de fonds, alors que tu aurais pu financer avec peut-être de la croissance interne, des choses comme ça. Enfin, il y a d'autres choix. Alors clairement, ça a été là aussi un parcours un peu atypique de ma part, parce que Digitaleo, donc créé en 2004, pendant 11 ans, j'ai été bootstrappé, c'est-à-dire autofinancé, bien sûr aussi avec les partenaires bancaires, mais pas de levée de fonds. J'étais sollicité régulièrement par les fonds d'investissement, mais je me sentais pas prêt en fait. J'avais pas assez confiance en moi. Et donc j'avançais en investissant chaque année avec un objectif de résultat long terme. Notre principal investissement reste les équipes, et donc je recrutais de nouvelles personnes, je faisais grossir les effectifs, et puis l'entreprise grossissait. Voilà. Donc ça pendant 11 ans tout seul. Par contre, ça avait le défaut, alors ça avait l'avantage de la liberté, mais ça avait le défaut de finalement de ne pas avoir de gouvernance. Je n'avais pas mis en place de gouvernance externe, donc pas de conseil d'administration, pas de compte à rendre, une exigence qui est l'exigence d'un entrepreneur, mais qui met beaucoup d'affect, et donc peut-être moins exigeant aussi. Et puis, au moment où il a fallu que je structure une équipe de direction, donc, parce que l'entreprise s'est bien franchi une étape en taille, il fallait que je m'entoure d'une équipe de direction. Faut savoir qu'en 2012, donc 8 ans après avoir démarré, je suis toujours le directeur commercial et le DAF. Et on fait 80% de croissance, et je commence à vraiment fatiguer. Et donc là, je décide de recruter des cadres très expérimentés. Je me trompe complètement. Je recrute le DIRCO et le DAF la même semaine, et je me trompe complètement dans les profils. Et là, ça m'a vraiment, déséquilibré l'entreprise, mais moi-même, en tant que dirigeant, j'avais du mal, je perdais mes repères, et je me disais, tiens, j'étais dans le doute, je me suis même demandé si c'était moi qui était en limite de compétences. Parce que ça ne fonctionnait pas, l'équipe, ça ne prenait pas, l'équipe de direction, et le management de ces personnes était complexe. Et donc là, ça ne marche pas, donc je corrige le tir, d'autres profils viennent à la place, différents. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, il me faut des associés, il me faut une gouvernance. On va mettre du cash dans l'entreprise aussi pour consolider tout ça. Et puis ça va me redonner un nouvel élan, et je vais apprendre en fait une nouvelle étape dans mon parcours entrepreneur. Je vais franchir une dimension, et j'ai toujours fonctionné comme ça, en disant je me fixe une nouvelle étape pour apprendre, me confronter à une nouvelle situation, donc avoir un conseil d'administration, une levée de fonds, apprendre à faire un process, on sait que ça dure 6 mois, etc. Donc tout ça je l'ai appris à ce moment-là. Devenir plus financier aussi dans mon parcours, parce que quand vous avez des fonds d'investissement capital, vous devenez plus financier. Et voilà. Et en fait, c'est même pas l'argent, parce que l'argent, on a investi en 2015 et 2016. La levée de fonds a eu lieu début 2015. Mais on a gardé une bonne partie de l'argent entre guillemets en trésorerie. Donc ça a consolidé l'entreprise. Mais finalement, c'était pas l'argent que je cherchais, c'était la gouvernance, les associés, les échanges. Ça a fait monter le niveau d'exigence sur la performance de l'entreprise, sur la gestion. Ça nous a développé au niveau analytique. On est devenu beaucoup plus, moi-même, beaucoup plus précis sur les chiffres et à suivre les chiffres, ce qu'on avait du mal à faire avant. Donc voilà, donc j'estime qu'on a beaucoup structuré, grandi grâce à ça. Et moi, dans mon parcours, ça m'a permis de grandir. Voilà. Après, c'était peut-être pas le bon timing. On aurait pu faire mieux à un autre moment. J'en ai fait qu'une levée de fonds.
ce qui est rare. En général, on enchaîne, on fait d'autres. Ouais, on etc. fait plusieurs. Mais l'entreprise avait besoin de se réinventer aussi parfois. Et puis en même temps, il n'y avait pas besoin. Et en fait, finalement, les 2 années où on a perdu de l'argent, parce qu'en fait, on a perdu de l'argent parce qu'on a investissé en 2015 et 2016, c'est les 2 seules années, sinon on a toujours été rentable. Donc, sur 18 ans, on a fait 16 ans de profitabilité. Okay. C'était les pires années pour moi parce que ça me mettait une surpression en fait, et ça ne correspondait pas à mon caractère. Et parce que quand vous perdez de l'argent, vous avez un sablier qui tourne, vous avez votre cash qui baisse, vous avez une pression importante. Et en fait, j'étais pas bien en fait. Du coup, ça me mettait au frein en plus parce que du coup, moi, ça me freinait plutôt que m'accélérer. Et donc, aujourd'hui, on est très vite revenu aux fondamentaux de l'entreprise, c'est-à-dire une ADN rentable, une bonne gestion. Et alors peut-être moins vite on aurait peut-être pu aller beaucoup plus vite, plus loin. Mais ça correspond à mon caractère. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait qu'une levée de fonds et j'en ai pas refait derrière. Ouais. Parce que c'est souvent le modèle de levée de fonds, première levée de fonds, pour justement grossir rapidement, vite, souvent en perte, et puis après enchaîner les levées de fonds jusqu'à trouver une rentabilité. Bon, vu le contexte actuel, je m'en félicite, parce que du coup on n'est pas dépendant des levées de fonds, et que du coup on a des fondamentaux solides. Et voilà, et finalement c'est un gage de liberté. Si j'avais fait levée de fonds sur levée de fonds, je serais peut-être plus le dirigeant aujourd'hui. J'aurais peut-être vendu la boîte, voilà déjà. Donc ça a permis de durer en fait, je pense. Et c'est particulier, enfin moi de ma connaissance, c'est quand même particulier d'avoir cette approche de levée de fonds où c'est pas se dire je vais chercher de l'argent parce que j'ai besoin de grossir, mais d'avoir plus cette approche de dire je vais lever des fonds pour lever des fonds, mais c'est plus un accompagnement, enfin c'est pas tellement un accompagnement, mais c'est m'entourer pour progresser en fait. Ouais, et je pense que les gens se trompent aujourd'hui, les entrepreneurs. Ça a été beaucoup mis sur le devant de la scène, les levées de fonds. C'est très médiatisé, les montants levés sont astronomiques. Le problème, c'est que je pense qu'on a, pour les dirigeants fondateurs, c'est beaucoup de conséquences derrière. Et souvent, on n'a pas la fin de l'histoire, en fait. Le post-levée de fonds, comment c'est passé, l'exécution du business plan, la sortie des fonds, parce que bien sûr, quand vous faites rentrer un fonds, il faut penser à la sortie, et en général, c'est 5 ans après, en moyenne. Donc, il faut l'anticiper. Et si vous n'avez pas réalisé tout ce qui est réalisé, ça peut être compliqué. Et en fait, on ne voit pas les conséquences derrière, à la fois sur le stress, mais aussi sur l'aspect juridique, l'aspect financier pour le dirigeant, le fondateur d'entreprise. Alors que finalement, la priorité, c'est d'avoir une bonne gouvernance, plus que l'argent, en fait. Une gouvernance qui va vous permettre de franchir les étapes en tant qu'entrepreneur, en fait. Et voilà. Mais bon, donc pour moi, il y a eu trop de levées de fonds ces dernières années. Trop d'argent investi. Là, on est en train de revenir aux fondamentaux. Et que du coup, voilà, on va rentrer un peu plus à l'âge adulte sur la partie start-up. Après, on pourrait discuter, je pense, des heures de cette évolution. Ça a été beaucoup, selon mon avis, beaucoup poussé aussi alors, par le contexte économique qui était très favorable à ça, mais aussi par cette volonté très politique Même si on voit que les chiffres, il y a un impact politique, parce que en France ça a été poussé à fond, et c'était pas mal, parce que ça a permis quand même de créer la French Tech, de créer une dynamique globale, qui a quand même créé des choses, et des milliers d'emplois. Mais peut-être trop. En même temps, quand on regarde les chiffres, la France est la 3e nation en Europe, ce qui est logique. Allemagne, Angleterre, France, en termes d'investissement dans les startups. Donc ça n'a pas créé finalement une distorsion par rapport aux autres pays européens. On est dans le mouvement qui est global. Mais c'était la conséquence aussi de la révolution digitale, tout simplement, donc, qui a fait qu'il y a eu beaucoup plus d'argent investi aussi sur les entreprises. Mais voilà. Donc ça, je trouve ça plutôt positif parce que ça a contribué à l'engouement sur l'entrepreneuriat, sur créer des très belles boîtes, il y a des très belles réussites. Mais attention aux conséquences de la levée de fonds. Ouais. Ok. D'ailleurs, c'est un modèle, tu dis que quand on parlait juste un peu avant du podcast et que je te présentais les sujets, tu me disais je disais, parce que c'était moi qui le disais, qu'il y a quand même eu un changement de modèle entre la levée de fonds et ce que tu me confirmes là,
où vous êtes passé d'une levée de fonds à de l'achat externe d'entreprises. Oui. Très récemment d'ailleurs, 2022, sauf erreur de ma part. Là encore, pour moi, c'est un changement de stratégie complet, parce qu'en fait, racheter une boîte, c'est quand même, je vais entre guillemets, périlleux. Oui. Non, écoute, j'aime pas la routine, ça fait partie aussi de mes traits de caractère. D'ailleurs, le pourquoi entreprendre, c'était aussi un des éléments, c'est que je voulais pas être dans un truc routinier. Donc, je déteste la routine. Et donc, le fait d'aller dans l'entrepreneuriat, c'était un moyen pour moi de ne pas tomber là-dedans. Donc, effectivement, tu vois, dans mon parcours, j'ai appris à créer une boîte, à gérer des personnels, à manager, à devenir plus gestionnaire, avoir une gouvernance. À faire un process financier, et un truc que j'avais pas fait, qui m'intéressait, c'était faire un process d'acquisition d'une entreprise, et au-delà d'acheter, c'est aussi derrière de gérer la suite et l'intégration. Et donc pour moi c'était aussi un moyen d'avoir un renouveau dans l'entreprise, mais je l'ai pas fait pour ça, mais en tant qu'entrepreneur en tout cas ça m'intéressait intellectuellement d'avancer dans mon parcours. Pourquoi on a acheté une entreprise? En fait, Digitalo, on a pris un virage, parce que forcément, quand ça fait 18 ans, ton entreprise, elle doit se réinventer au fur et à mesure pour recréer un cycle de croissance. Donc, Digitalo, on a démarré notre 3e cycle en 2020. Le premier cycle, ça a été 2004-2009, qui a été une plateforme SaaS d'envoi de SMS et de relations clients par SMS, premier qui nous a permis d'émerger. De 2010 après l'arrivée du smartphone à 2019, ça a été une plateforme SaaS de gestion de campagne CRM, toujours plutôt destination des TPE et des PME et des points de vente. Et puis après, là, je me suis dit, sur ce marché-là, en 2019, il n'y avait plus d'innovation, aucune bataille de prix, tout le monde faisait à peu près la même chose dans les acteurs des campagnes CRM. Je me suis dit, il faut qu'on trouve un nouveau relais de croissance pour l'avenir. Et donc, on a fait toute une étude et il y a eu beaucoup de discussions de stratégie de la direction, et on a choisi en équipe l'été 2019, mais après on a le temps qu'on exécute, de devenir la plateforme SaaS de communication locale et digitale des réseaux, en agrégeant l'ensemble des offres nécessaires. Parce que dans les années 2010-2020, il y a eu plein de plateformes qui ont été déployées, chaque fois spécialisées sur un domaine, en disant parce que les usages ont évolué. Il y avait des besoins pour animer les réseaux sociaux, des besoins pour gérer les avis clients, des besoins pour gérer sa présence sur Google, donc les pages Google My Business, etc. Et qu'au final, tout ça faisait plein d'outils différents qui ne se parlaient pas entre eux, la data qui ne circule pas. Et du coup, les enseignes et les franchisés, par exemple, se retrouvaient avec plein d'outils différents pour gérer un plan de com. Ce qui est un cauchemar pour le faire encore aujourd'hui. Et aucun n'avait un cockpit digital avec tous les indicateurs qui rentrent de façon. Et là, on s'est dit, c'est à nous de prendre ce leadership, et ça va nous créer une offre très différenciante sur le marché avec une longue avance. Donc, on a fait ce choix-là. Donc, on a tout développé en interne. Donc, faut imaginer 2019, on est une plateforme de campagne CRM. Juin 2020, on sort le Presence Management pour gérer la visibilité sur tous les carrefours d'audience, Google Maps, les pages Google My Business, etc. En octobre 2020, on sort la gestion des réseaux sociaux. En février 2021, on sort la gestion des avis clients. Et il nous manquait une brique pour compléter l'offre et avoir une offre à 360 avec l'ensemble des modules. C'était la gestion des ads en multilocal, tout ce qui est ads sponsorisé, donc les campagnes sur Meta, sur Google notamment. Et donc on a fait l'acquisition de campagne qui n'était pas en process de cession, qu'on a approché, et on est arrivé au bon moment en se disant voilà votre offre que vous voulez proposer au réseau, nous on va l'emmener sur notre parc client. Et ils ont développé une plateforme qui est assez puissante, qui permet d'adapter en temps réel les campagnes sponsorisées à chaque zone de chalandise, à chaque point de vente en termes de contenu. Et donc la campagne à Rennes ou à Nantes ou à Paris ne va pas être la même en fait. Et donc ça industrialise complètement le métier des traffic managers et la distribution des budgets en local. Et donc nous, ça nous apportait la techno et le savoir-faire, parce qu'ils avaient aussi une équipe derrière de conseils sur les ads. Ce qu'on aurait pu faire en interne, on aurait mis plusieurs années à développer. Et ça nous amenait aussi des partenariats Meta, Google. Donc on a fait cette acquisition qui répondait aussi à mon besoin en tant qu'entrepreneur de continuer à apprendre. Donc voilà, donc on avait les moyens de le faire aussi. Donc ça nous a accéléré aussi dans notre virage stratégique, puisque finalement quand vous faites une acquisition, vous êtes prêt plus vite en fait en termes d'offres. Voilà, donc c'est à la fois un apprentissage personnel, un apprentissage de l'entreprise, de l'équipe,
c'était aussi amener une nouveauté à mon équipe en termes de mission. Et puis repositionnement d'offres accéléré. Donc beaucoup d'atouts. Voilà. Et comment ça se passe parce que là, c'est beaucoup sur l'offre, et ce qui est très cohérent, enfin, ce qui aujourd'hui, comment c'est présenté, c'est très cohérent, et moi je vois que ça va dans le sens du marché, effectivement, hein, je peux être que d'accord avec cette évolution. Mais comment ça pas amené, mais apprécié par les équipes, parce que c'est quand même une nouvelle équipe qui arrive, avec peut-être deux fonctionnements bien différents, et comme tu disais, l'entreprise est très à l'image de son dirigeant. Donc, comment on aborde cette fusion, en fait? Alors, on n'a pas fusionné les deux entreprises. Okay. Pour l'instant, c'est une filiale de Digitaléo. Okay. Donc, effectivement, tu as raison, il y a une dimension humaine hyper importante. Finalement, c'est peut-être ce qui est le plus important dans le rapprochement de deux entreprises. Donc, j'avais fait attention quand même, quand j'ai analysé le dossier, est-ce que la culture est proche ou pas. Donc, en termes de profil de personnes, je dirais que ça se ressemble beaucoup. Donc, déjà, il n'y a pas des différences liées à, je sais pas, l'âge ou liées à. Voilà, donc on a une sensibilité, je dirais, au monde d'aujourd'hui qui est à peu près équivalente. Donc, des typologies de profils qui se ressemblent. Après, forcément, une boîte plus jeune, moins grande, moins d'histoire, donc moins structurée. Donc ça, il faut en tenir compte. Et voilà. Et nous, par contre, à contrario, on peut apporter du cadre et de la structuration. Donc écoute, c'est jamais gagné, mais il y a beaucoup de travail encore à faire. Ça se fait pas en claquant des doigts. Oui, donc c'est un processus qui peut mettre 2 ans de faire en sorte que deux collectifs fassent un collectif. Et c'est tout notre enjeu. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une bonne volonté de travailler ensemble. On a tout fait aussi pour que ce soit le cas. Et ça commence par les deux dirigeants, les deux fondateurs. Est-ce qu'ils ont envie de travailler ensemble ou pas? Est-ce qu'ils sont alignés? Et donc à nous de montrer l'exemple. Voilà. Donc, et puis au fur et à mesure de clarifier l'organisation. Voilà. Nous, il n'y avait pas déjà, on avait une chance, c'est qu'il n'y avait pas de doublons. Okay. C'est-à-dire que chacun est utile au projet, il n'y a pas de décision difficile à prendre. Parce que des doublons d'équipe ou de personnes. Donc ça aide quand même beaucoup. Donc il y avait quand même pas mal d'atouts. Je dirais le seul point qui est parfois délicat, enfin qui aide pas en tout cas, même si ça a beaucoup changé grâce au Covid, c'est la distance. Parce que nous on est à Rennes, eux sont à Marseille. Donc ça facilite pas les choses. Mais j'ai trouvé que mon équipe était les équipes étaient très proactives pour se rencontrer. Voilà, et échanger. Donc on a déjà des succès commerciaux ensemble, des clients équipés ensemble, donc il y a des choses très positives voilà. Et puis après, l'idée, c'est, comme à chaque fois, c'est l'agilité, on revient à ça, c'est apprendre. On va pas avoir tout bon tout de suite, donc on apprend au fur et à mesure, on corrige le tir, et puis on se fait un petit plan d'action, et puis 6 mois après, on refait le point. Et voilà. Donc il y a encore des étapes à franchir, hein, mais c'est plutôt positif. Ce qui me frappe un peu tout au fil du podcast, c'est que tu reviens sur cette évolution d'entrepreneur avec des grandes étapes. Alors c'est sûr qu'en rétrospective ça peut sembler très clair où tu voulais aller, mais j'ai l'impression que tu vois ça, et tu me dis si je me trompe, mais comme vraiment un parcours où à chaque fois tu cherches à évoluer, et il y a cette volonté d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses tout le temps en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise également, quoi. Je crois que c'est le moteur principal de l'entrepreneur en fait. De l'extérieur, on pourrait dire c'est l'argent. Non, l'argent est une conséquence. Mais le moteur principal, c'est d'agrandir, de gagner de l'expérience. Et donc en général, ça passe par les échecs. On apprend plus dans les échecs que dans les réussites. Et moi, c'est mon moteur en fait. C'est mon moteur. Il y a un truc que j'ai pas réussi pour l'instant, mais j'ai pas mis non plus les moyens pour l'instant. C'est l'international. Okay. On a tenté des choses, on a des clients à l'international, mais on n'a pas encore réussi l'international. Ça, c'est une étape que je vais devoir franchir à un moment donné si je veux que l'entreprise continue de grandir. Et si je ne sais pas faire, il faut qu'il y ait des gens qui sachent faire, qui viennent le faire dans l'organisation. Donc, ça fait partie des étapes qu'on devra franchir. Voilà. Mais ce que j'ai appris par contre de l'international dans les échecs que j'ai pu avoir, c'est que par exemple, pour réussir à l'international, il faut avoir une offre qui est vraiment différenciante.
à valeur ajoutée. Puis sinon, il y a toujours un acteur local qui fait mieux que vous, quoi. Ouais. Et donc, quand on a tenté l'international parfois, on n'avait rien d'innovant, donc ça perçait pas, puis on mettait des petits moyens, on y allait prudemment. Donc voilà, donc sur l'international, on a un début d'expérience, on n'a pas encore réussi, on est encore en train d'apprendre, mais c'est une partie des challenges que j'aimerais réussir en tant qu'entrepreneur pour que Digitalo puisse percer ailleurs. Et voilà. Aujourd'hui, on est très France dans notre chiffre d'affaires, dans notre revenu, même si on fait un Benelux, en Suisse, en Espagne. Il faut que demain, on fasse plus. Okay. Il y a du potentiel en tout cas. Okay. Et dans ces, justement, dans ces étapes, dans ces évolutions, je reviens à notre début de conversation, qui était aussi la transmission, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, notamment avec Yahoo, et la fabrique, je crois. C'est aussi, j'ai l'impression que ce que toi tu as vécu, tu veux le retransmettre, alors à travers le réseau rennais et tout ça, mais que tu l'as vraiment concrétisé avec la fabrique en fait. Ouais, en fait, la fabrique, l'idée, elle a émergé dans la Silicon Valley quand je faisais mes voyages, là, mes trips initiatiques. Et j'ai découvert, on va dire dans les années début 2010, 2009-2010, tous ces lieux qui existaient là-bas, tournés vers l'entrepreneuriat. Vachement plus sympa que d'entreprendre dans son grenier ou dans son garage. Où ils mélangeaient plein de boîtes avec tous ces accélérateurs, avec des programmes d'accompagnement. Donc là, quand j'ai vu ça là-bas, je dis, et moi qui avais failli arrêter à cause de l'isolement au démarrage, je dis, il faut que je crée un lieu comme ça en Bretagne. Et ça rejoignait aussi, pour moi, une entreprise, c'est un lieu physique. C'est pour ça que je ne suis pas pour le 100% télétravail, je suis pour le mixte. Parce que, à un moment donné, c'est que les gens doivent se voir. Une entreprise, ça doit se visualiser, quoi. Donc il faut qu'il y ait un bâtiment, il faut que le bâtiment soit sympa, que les salariés aient envie de venir, ils viennent avec le sourire. Et donc, quand j'ai vu tous ces sièges sociaux de super boîtes aux États-Unis, quand j'ai vu tous ces lieux, les plug and play tech centers, les Y Combinator, tous les incubateurs qui pouvaient exister là-bas, je me suis dit, mais il y a une place, il n'y a pas ça en France, il faut qu'on crée ça. Et donc, je suis revenu avec cette idée. Et comme ça correspondait au moment où je voulais créer un siège social pour Digitalo qui soit sympa pour que les équipes s'épanouissent dedans, et qu'à un moment donné, donc au début, je voulais faire construire des bureaux. Mais je rêvais intimement de trouver un vieux bâtiment à rénover parce que j'adore ça et j'adore l'architecture industrielle. Et un jour, une petite anecdote sur la fabrique, comme quoi ça peut jouer des fois à une discussion. Je suis à un rendez-vous à Rennes Métropole pour évoquer mon projet de construction et de faire à Carlane, à Bru, là où j'étais au niveau des bureaux. Et en fait, à la fin de la discussion, donc la dame me dit, écoutez, ça va être long parce que trouver un terrain et puis avoir les autorisations et tout, on en a bien pour 3 ans. Et je dis, moi je ne peux pas attendre 3 ans, il faut que ça aille plus vite. Et puisque moi je voyais la croissance qui était là et qu'il fallait des bureaux. Et elle me dit, mais vraiment, on était debout, elle me raccompagnait à la porte. Elle me dit, tiens, il y a une zone à la Courouse, à Rennes, à la Courouse, ça s'appelle, on ne sait pas ce que ça va devenir, parce que le quartier n'existait pas comme aujourd'hui. Et c'est un quartier en devenir, parce que c'est une des anciennes friches de Rennes, en fait. Il y a des usines avec de la brique, des poutres métalliques, des verrières, des toits en chêne et tout. Et je me dis, mais c'est exactement ce que je cherche, c'est où? Et là, elle me donne une indication. Et donc, je suis venu, il n'y avait même pas de boulevard, il y avait encore une barrière à l'entrée du terrain, parce qu'ici, c'est l'ancien arsenal de Rennes. Et là j'ai vu le truc, j'ai dit waouh. Et alors, il y avait des ronces partout, des graphes partout, parce que les graffeurs s'en donnaient à cœur joie et c'était un lieu pour eux de créativité. Et là j'ai eu le flash, j'ai dit ce sera là. Et puis j'avais validé un truc, c'est que je savais que la ligne B du métro allait arriver devant. Ah oui, déjà. Donc je savais que le quartier allait forcément sortir de terre. Ouais. Et ça, la ligne était figée. Elle n'était pas faite, mais elle était figée. Et puis on est parti sur le projet, j'ai étudié le projet, financièrement ça passait, tout était réuni. Et puis la première fois que j'ai amené mes équipes, donc il n'y avait même pas le boulevard. On va montrer, imagine, t'emmènes tes équipes en disant le nouveau siège social ça va être là, et tu leur montres un truc qui est complètement délabré, peut-être partout, où il y a des pièces, où il y a tellement de canettes de bière vides que tu peux pas rentrer. Et ils me l'ont pas dit, mais ils ont dû me prendre pour un fou. Ouais. Mais ils m'ont suivi. Et c'était parti.
Et le projet a été une super réussite. Et aujourd'hui, la fabrique est pleine. Alors, j'ai pas fait un accélérateur digital contrairement à mon idée initiale parce qu'à un moment donné, je faisais gaffe à l'éparpillement et j'avais pas le temps d'accompagner les boîtes. On le fait de façon non organisée, c'est-à-dire on se fait un déjeuner par mois et on échange sur l'expérience entre dirigeants. Mais finalement, voilà, ce lieu, finalement, j'ai réussi à recréer ce bout de Silicon Valley que j'avais pu voir à l'époque. Et c'était vraiment un rêve qui est devenu réalité. Donc, je suis hyper content. Et aujourd'hui, et je l'ai pensé à l'époque comme un lieu ouvert sur l'extérieur et pas un lieu. Tu sais, quand tu fais un siège social, ça va être pour ton entreprise, mais voilà. Non, moi, j'ai dit, ça va être un lieu de rencontre. Donc, il y aura l'entreprise, mais il y aura d'autres entreprises qui pourront échanger entre elles. Ça créera des opportunités. Et il y aura aussi des entreprises externes qui viendront faire des séminaires. Et aujourd'hui, on a plus de 100 par an. Ok. Ah oui. Et donc ça marche aussi, et ça nous a créé aussi des opportunités commerciales finalement. Parce que on rencontre des entreprises qui viennent ici, qui découvrent Digitalo, et puis après il y a un échange de cartes de visite, et puis on se revoit pour. Donc voilà, effectivement, je pense que j'étais le premier sur le territoire comme ça. Parce que le village agricole n'existait pas, la French Tech n'existait pas, le Mabilé n'existait pas. Il y avait juste des choses avec Arena Talent à l'époque, Emergis, mais qui étaient plus classiques. Tu avais peut-être des espaces d'hébergement de l'entreprise, mais... Oui, du Régus. Voilà, Régus. Oui, moi j'ai démarré... après avoir été dans mon grenier, je suis allé à la CCI, j'étais dans une pépinière à la CCI, mais très classique, c'est-à-dire que j'avais un bureau avec une porte fermée, et moi l'isolement en fait... Entre 4 murs, j'avais l'impression d'un oiseau en cage en fait. En fait, j'ai enlevé toutes les. Justement, j'ai essayé de casser le côté cage qui existait pour créer plus d'échanges en fait. Donc j'ai enlevé les cloisons au maximum. Ça se voit quand on regarde un peu autour de nous là. C'est quand même des plateaux et c'est vitré. C'est vitré quoi. Ouais. C'est ça qui frappe, et même quand on rentre dans l'entrée. Je t'ai parlé d'une culture personnelle. Je pense que ça correspond à mon caractère en fait. Transparence, que les gens se voient, que se parlent. En fait, je déteste l'isolement en fait. Ça se ressent. Parce que j'en ai souffert pendant 2 ans. Ouais. Et franchement, j'étais malheureux. Mais c'est lié à mon caractère. Donc, c'est très. Donc, très content en tout cas de cette aventure. Et depuis, le quartier a bien avancé avec des commerces, le métro. Bien avancé. Hein. Bien rempli. Donc, c'était très content. Ok. Puis ça se voit aussi aujourd'hui dans ton implication dans différents réseaux. Hein. On parlait d'IAO, bien sûr, mais aussi je sais que tu es à l'UE. Enfin voilà, et moi je trouve ça très important. Et tu vois, en tant que jeune entrepreneur qui a été à l'époque, je peux que t'en remercier parce que toi et toutes les personnes de l'IAO nous ont fait progresser beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Donc, encore une fois, j'ai vu des entrepreneurs arrêter dans les années 2000 parce qu'ils s'étaient trop isolés, notamment souvent les techs, qui avaient des super profils tech, des super innovations, mais qui n'allaient pas assez voir les clients, le marché, et qui du coup décollaient pas, et à la fin ils s'étaient usés parce qu'il n'y avait pas de revenus. Donc ça, je trouvais ça vraiment dommage, on ratait quelque chose. Et puis moi j'ai vraiment vécu la difficulté de rencontrer des entrepreneurs du territoire quand tu n'as pas de réseau. Je le dis souvent aux parrains chez Yahoo, je dis les gars, vous vous rendez pas compte comment vous êtes injoignables. À l'époque, je les appelais, ils ne répondaient pas, etc. Il y a le barrage de la secrétaire. Et en fait, je leur dis, grâce à Yahoo, aujourd'hui, il n'y a plus ça, parce que quelqu'un qui veut joindre quelqu'un, il peut toujours trouver via son parrain ou via Yahoo un rentrant en contact. Et ça, c'est une grande chance. Plus la communauté des entrepreneurs Yahoo, avec les formations, les petits déjeuners qui ont lieu une fois par mois et qui se transmettent vraiment bien, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, etc. Et ça continue. Et ça se passe à la fabrique d'ailleurs. Et ça, c'est de rien de la formation, moins d'isolement entre les personnes. Et donc ça répond finalement à ce que moi j'ai mal vécu finalement dans l'entrepreneuriat. Ouais, mais c'est je pense le propre de l'entrepreneur d'apporter des solutions qu'il lui a vécu quoi. Donc c'est franchement top. Et je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Merci Jocelyn pour m'avoir permis de rentrer un peu dans ta tête. Merci, merci François de donner l'opportunité de partager. J'écoute beaucoup de podcasts aussi dans ma veille. Okay. Donc je vais écouter le tien avec attention. J'espère que. Je suis très content de partager. Et c'est une nouvelle façon de faire justement. L'avantage c'est que les gens pourront en tirer ce qu'ils veulent. Moi, ce que j'ai à dire, en tout cas à tous ceux qui t'écoutent, c'est que tout est possible. Il
faut croire en soi, de façon très déterminée, ça, c'est important, et puis provoquer les opportunités. Moi, je citerai Philippe Gabillet, qui est un prof à l'ESC Paris, que j'ai pas eu, mais que j'ai vu en tant qu'expert formateur. Et il a fait toute une vidéo sur la chance. Et il explique que la chance à ses élèves, en fait, en fin d'année, à un moment donné, il y a une vidéo sur YouTube, donc vous pouvez la trouver sur YouTube, Philippe Gabillet, ESC Paris, la chance. Franchement, je vous invite à la regarder, ça dure 5 minutes. Et en fait, il explique, il reprend, donc l'année est terminée, il va derrière son ordinateur dans son bureau, et là il fait « Oh là, j'ai oublié de vous faire le cours sur la chance ». Et là il explique en 5 minutes que la chance est une qualité qui se travaille, et que finalement la meilleure façon d'avoir de la chance, c'est de provoquer les opportunités. Et Yao peut être un facilitateur pour ça, mais entreprendre c'est ça aussi, c'est-à-dire à un moment donné pour faire la différence, c'est saisir les opportunités, les provoquer quand il n'y en a pas, et que finalement c'est pas la chance, ça se travaille au quotidien. Et la meilleure façon d'avoir des opportunités, c'est d'être une opportunité soi-même. Et donc plus tu donnes, plus tu partages, plus tu communiques, tout ça permet d'avoir des opportunités en général. Et l'important c'est de rendre aussi, parce que si tu saisis des opportunités, il faut aussi que toi tu en donnes. Et donc c'est partager et pas tout prendre, mais pas justement prendre en fait. Et quand tu donnes, tu reçois en fait. Est-ce que je trouve alors je suis complètement en phase avec ce que tu dis, hein. Moi je trouve, j'aurais pas formulé comme ça, mais j'aurais même eu du mal à le formuler, donc c'est top, mais je trouve que c'est même ce que prendre des opportunités et donner des opportunités, c'est le plus dur en fait. Donc, ouais, mais voilà, il faut chacun peut donner à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'un entrepreneur qui est jeune encore, il a peut-être quelqu'un qui est encore plus au stade de développement, qui a moins vécu que lui. Je dirais même les filles Yao demain peuvent donner, partager, parce qu'ils ont de l'expérience, qu'ils apprennent de leurs difficultés. Voilà. En tout cas, je pense qu'il faut totalement avoir cet état d'esprit-là. Et donc voilà, c'était mon petit conseil pour la communauté. Et super. Et merci beaucoup. Et puis, je te souhaite. Dernière question, si on veut te joindre, où est-ce qu'on peut te joindre? Alors, je réponds tout le temps, donc alors, sauf quand c'est purement prospection commerciale, parce que je reçois tellement d'inbound marketing dans ma boîte mail que je ne réponds pas forcément à des gens que je ne connais pas. Mais si quelqu'un veut me joindre, on peut me joindre, c'est Jocelyn, JOCELYN @digitaleo.com. Et après, je répondrai ou j'enverrai à la bonne personne si c'est pas moi qui dois gérer, mais en tout cas, j'essaie de toujours rendre, parce que je sais que j'ai été de l'autre côté du miroir, et quand on n'arrive pas à avoir quelqu'un, c'est pas évident, on s'amuse, et donc faut pas hésiter. Super. Merci. Merci beaucoup, et puis à très vite. Ouais, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.